Angela Evers, vous êtes art-thérapeute et vous avez écrit le grand livre de l'art-thérapie. Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est l'art-thérapie pour vous? Tout simplement, c'est un processus de soins qui utilise l'expression artistique à des fins thérapeutiques. Est-ce que c'est une thérapie qui, à votre avis, est accessible à tout public? Ah oui, complètement. Il n'y a pas de contre-indication à l'art-thérapie. Après, évidemment, tout dépend du cadre dans lequel on pratique l'art-thérapie. Et on adapte, chaque art-thérapeute adapte et ce qu'il propose en termes de médium artistique à la demande de la personne, à sa problématique, à son âge, à ce qu'il vient chercher dans cet atelier d'art-thérapie. Angela Evers, est-ce que vous pouvez nous parler du trait d'union qu'il y a entre l'art et thérapie? Le petit trait d'union entre art-thérapie, c'est le petit trait d'union qui sépare et qui lie les deux. Parce qu'au début, l'art, la fonction de l'art n'est pas une fonction thérapeutique, même si l'expression artistique, ça permet d'exprimer des choses refoulées, des ressentis, son monde intérieur. Mais bon, c'est pas la fonction de l'art de soigner, de guérir. D'ailleurs, les art-thérapeutes s'accordent tous pour dire que l'art, la pratique d'un art en soi ne guérit pas. Donc le trait d'union avec la thérapie est nécessaire. C'est en quoi le processus thérapeutique, justement, se servant de l'expression artistique, fait que l'art devient thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? L'art, la psychologie, la créativité s'est entremêlées depuis très tôt, parce que j'étais élève à l'école Montessori dès le primaire jusqu'au bac. Ensuite, c'est un parcours où tantôt j'étais plutôt du côté de la psychiatrie, tantôt du côté de l'art. Ensuite, l'enseignement. J'ai beaucoup enseigné avec des enfants, des adultes, des adolescents. Et puis, tout naturellement aussi dans mon parcours personnel d'artiste, qui est venu un peu plus tard aussi. Et donc la peinture en tant qu'artiste, et du coup, c'est votre médium pour l'art-thérapie aussi? Oui, peinture, collage, modelage, objets en 3D. Enfin, je l'explique dans mon livre, il y a plusieurs façons de travailler, avec des enfants aussi, des petits objets qu'on peut mettre en scène sur un papier peint ou sur un dessin. Enfin, il y a plein de choses. Après, c'est aussi la créativité de l'art-thérapeute qui intervient pour mélanger peut-être aussi plusieurs médiums et pas être fixé que sur la peinture, pouvoir répondre à la demande et aux besoins du patient, pour qu'il puisse s'exprimer. Par rapport à votre parcours, comment vous définiriez ce que doit être un art-thérapeute? Comment doit être un art-thérapeute? À mon avis, quelle que soit la méthode qu'on utilise en thérapie, un thérapeute, c'est avant tout quelqu'un qui a fait lui-même ce parcours thérapeutique pour se connaître, pour pouvoir rester à la bonne place, garder la bonne distance. Et puis, bien sûr, ce médium artistique va prendre une place très importante dans le travail en art-thérapie. C'est pas juste quelque chose d'occupationnel avec lequel on va remplir le temps et l'espace. Ça a une vraie fonction très importante dans le transfert, dans l'expression pour le patient, évidemment, dans ce qu'on peut en faire ensuite, dans la verbalisation de ce que le patient a produit. C'est que la production du patient est l'objet transférentiel? Ah, complètement, oui, bien sûr. Ça lui permet de s'exprimer, bien sûr, mais ça laisse aussi une trace, même en danse, même parce que là, on parle de peinture parce que c'est mon médium, mais évidemment, tous les médiums artistiques peuvent être utilisés en art-thérapie. Et quand je dis trace, c'est pas forcément une trace tangible, visible comme en peinture. Ça peut être aussi un vécu émotionnel, ça peut être un ressenti par rapport au corps. Enfin voilà, c'est très riche ce qui se passe dans les ateliers d'art-thérapie. Quel espace vous proposez aux personnes? Est-ce que c'est en individuel? Est-ce que c'est en collectif? Est-ce que c'est inscrit dans une institution? Alors là, on est dans la question du cadre. Donc, moi, dans mon cabinet ici privé, je reçois des personnes en petits groupes, 3-4 personnes. Évidemment, c'est annoncé d'emblée. Les personnes savent exactement ce qu'elles viennent faire, à quel moment, et si c'est un atelier collectif ou un atelier individuel, une séance individuelle. Donc ça, c'est vraiment en fonction de la demande de la personne. En institution, évidemment, le travail en équipe se fait aussi sur indication éventuellement du médecin psychiatre, du médecin, ou en accord avec la psychologue qui pense que telle ou telle
personne peut bénéficier de l'atelier d'art-thérapie. Quand vous êtes comme ça inscrit dans une institution, est-ce que vous avez accès au dossier médical? Je suis toujours un peu prudente par rapport à ça. En art-thérapie, en tout cas, je ne l'ai pas fait dans l'institution où je travaillais à Saint-Rémy-de-Provence. Je ne lisais pas les dossiers médicaux parce que je voulais que les personnes puissent justement vivre cet atelier d'art-thérapie comme une parenthèse, un peu en dehors du cadre institutionnel médical, et qu'elles se sentent très libres de me rencontrer et de raconter elles-mêmes ce qu'elles souhaitaient délivrer de leur histoire, de leur intimité, du pourquoi, du comment de leur prise en charge, de leur dépression, enfin de leurs problématiques. Et donc vraiment laisser faire venir ça d'elles, plutôt que moi projeter peut-être sans le vouloir des choses sur la personne parce que je sais qu'il y a eu tentative de suicide ou problème d'alcool, ou enfin que ce soit une vraie rencontre qui se construit entre deux personnes. Est-ce que vous avez des échanges avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire? Oui, déjà un travail de supervision avec la psychologue qui vient toutes les semaines dans l'atelier, et ensuite régulièrement, pas toutes les semaines, mais régulièrement avec le personnel de la maison de santé, donc les infirmières, les infirmiers, le psychiatre, enfin tout le personnel en charge des patients. Et donc aussi pour avoir justement le retour sur ce qui se passe dans cet atelier qui est quand même un peu différent de la prise en charge hospitalière, quotidienne dans l'établissement. Dans votre livre, vous parlez des risques que prend l'autre et donc de l'importance du cadre par rapport aux risques que prend l'autre et pour explorer ces nouveaux possibles. Ah oui, c'est tout à fait ça. Après, tout dépend comment le patient s'inscrit dans cet atelier. Quels sont justement les risques qu'il veut prendre? Est-ce qu'il veut juste peindre, se faire plaisir, prendre un modèle, découvrir les couleurs, jouer avec de la peinture, redécouvrir tout ça? Ou est-ce qu'il veut aller plus loin? Et ça, bon, personne ne le sait au début. C'est aussi un peu l'effet surprise. Bon, c'est très rare qu'il y ait des blocages dès la première séance. Souvent c'est le contraire, c'est une découverte, c'est la mise à jour justement de capacités parfois insoupçonnées chez le patient qui arrive en disant non mais je ne sais pas faire, je vais regarder juste, je ne vais peut-être pas peindre, et puis finalement il va s'y mettre et il va découvrir des choses qui lui permettent en fait d'avoir un nouveau regard sur lui-même, sur son histoire personnelle, sur le pourquoi de cette prise en charge, sur ce qu'il vient y faire, sur la relation avec l'art-thérapie. Enfin, il y a tout ça qui se met en mouvement, et évidemment, à chaque fois, c'est une histoire unique. On ne peut pas comme ça répondre en général. On va tout accueillir et on va l'explorer, le regarder de plus près, le poétiser, le mettre en forme, en couleur, en mots. Voilà, c'est tout ça qui va se passer. Et dans cette triade qui lie donc le patient, l'art-thérapeute et l'objet créé, quelle est la place de la parole? Ah ben, elle est là tout le temps, elle peut être avant, elle peut être pendant, elle peut être après. La verbalisation, c'est pas quelque chose qui est instauré tel ou tel moment. Parfois, une séance peut commencer avec le discours du patient sur quelque chose qu'il a besoin et envie de raconter, et puis ensuite, je peux prendre quelque chose dans son discours et lui amener à le traduire en images ou en terre, à le modeler, avec la production de quelque chose de concret, de réel. Amener le patient à en parler, à verbaliser, et aussi à prendre le recul, à se dire ben oui, c'est ce que j'ai fait. Si je vous pose la question, l'art dans le champ de la santé, luxe ou nécessité, vous me répondez? Ah ben, je pense que vous imaginez ma réponse. Non, c'est absolument pas un luxe, non, absolument pas. Et surtout que ça permet au patient, quel que soit son trouble, sa maladie, d'exister en dehors de cette identité de malade, d'avoir, en tout cas, pendant l'atelier déjà, cette occupation qui va le détourner de sa souffrance, de ses préoccupations, et qui va lui permettre d'exister autrement, et de faire appel justement à ses sources créatrices, à sa poésie, à ce qu'il a en lui,
Donc c'est extrêmement positif et il en oublie des fois sa douleur physique ou psychologique, ou les deux. L'art-thérapie en France est encore un peu dans les petites chaussures d'enfance. Hein. Il y a des endroits où c'est très dynamique, où il se passe beaucoup de choses. D'autres où vraiment l'art-thérapie est un peu considérée comme de l'occupationnel. D'ailleurs, ce n'est pas de l'art-thérapie dans ces cas-là. En France, il n'existe pas pour le moment un diplôme d'État reconnu, un diplôme initial. Quelle formation pour les art-thérapeutes? Quel statut dans le monde du travail? Quel salaire, enfin tout ce qui est inhérent au statut de professionnel de l'art-thérapeute. Et donc toutes ces questions, on les traite à la Fédération française des arts-thérapeutes qui organise tous les ans aussi un colloque autour de cette identité professionnelle d'art-thérapeute et où on essaye de faire avancer cette question de l'art-thérapie en France. En collectif? En collectif, bien sûr, avec des centres de formation, avec des associations, avec des intervenants du champ de l'art-thérapie. On essaye d'avancer vraiment sur cette question, enfin toutes les questions de l'art-thérapie. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et complexes. Le livre, le grand livre de l'art-thérapie que vous avez écrit, qui est sorti chez Erol, en fait, c'est une pierre par rapport à tout ce travail-là que vous faites en collectif. C'est une pierre que vous avez apportée vous. Quel était l'objectif? Quels étaient les objectifs? Mon objectif, c'était de faire un livre qui soit vivant, qui montre aussi ce côté un peu approche poétique de la souffrance, des difficultés à vivre. Le livre est très riche en situations cliniques. Il y a aussi des témoignages d'art-thérapeutes. D'autres art-thérapeutes? Oui, qui parlent de leur expérience et qui parlent aussi de leur itinéraire, comment ils sont devenus art-thérapeutes, parce qu'il y a énormément de profils et de cheminements d'art-thérapeutes. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire l'art-thérapie, il y a des art-thérapies, il y a plein de formes, en plus de tous les médiums artistiques qui existent. L'art-thérapie peut prendre beaucoup de formes différentes, c'est très riche, c'est très vivant, c'est plein de poésie. C'est pour ça que je préfère parler de processus que de méthode en art-thérapie. Parce que pour une méthode, on imagine qu'on peut appliquer telle ou telle façon de faire, d'approcher, qu'il suffit un peu comme une recette de cuisine. Or qu'on sait très bien que même pour une recette de cuisine, il ne suffit pas de la voir et de la suivre pour réussir son plat. Et bien en art-thérapie, c'est pareil, pas de recette, non, surtout pas.